Alors, mémoire de mon père, Guyane, séquence 6. Ouais. Jusqu'à présent, on a beaucoup parlé de ton papa, surtout lors de la séquence 5. D'accord. Euh, Comme je sais que ta maman a eu une importance, une grande importance Prépondérante, hein, prépondérante dans ton enfance, j'aimerais bien qu'on parle un peu plus d'elle. Alors, non seulement moi, mais on peut le dire de la part de tous les enfants de la famille. Josiane n'aurait pas été ce qu'elle a été sans maman. Maman, c'était le point central de la famille. Tout passait par elle. Même les décisions les plus importantes, qui en principe devraient revenir au père, le père ne jouant pas son rôle, il était toujours ailleurs. C'était donc à maman de jouer ce rôle-là, et jouer à la fois son rôle de mère et le rôle de père. La preuve, c'est que les carnets d'école, qui comportaient les notes de nous tous, quoi, de tous les enfants, Georges, Josiane, etc., il n'y avait que maman qui supervisait ces carnets. Enfin, quand on dit supervisait, maman n'était pas lettrée, on pouvait lui montrer n'importe quoi, mais elle savait que quand même, il ne fallait pas essayer de la tromper, parce qu'elle nous détournait tout de suite, elle dit non, non, c'est pas ça, tu veux faire voir ceci alors que c'est plutôt cela. Donc, tout se passait chez maman, tout était discuté au niveau de maman. Même les choses, le carnet, quand je dis le carnet, aujourd'hui on appellerait carnet de victuailles, parce que le carnet, c'est un carnet qu'on laissait mensuellement chez le Chinois. On avait choisi un Chinois chez qui maman était autorisée à prendre, autorisée par papa, à prendre la marchandise chez le Chinois. On peut expliquer juste ce que c'est le chinois en fait, ce que tu Ah, le Chinois, à l'époque, 8 commerçants sur 10 étaient des Chinois. Si bien que l'expression aller chez le Chinois, ça signifiait pour nous aller chez un gars qui vend de l'alimentation surtout. L'alimentation, toutes sortes de choses, et puis c'était toujours propre. Quand on rentrait dans une boutique de Chinois, il était toujours en train de nettoyer avec un grand, comment ça s'appelle? Un balai ou une serpillière. Oui, un balai, c'est vrai, mais pour le comptoir, même le comptoir, tu Un vois, chiffon. c'est toujours propre. Non, une sorte de, tu sais, c'est une longue brosse, tu vois, et souple, une brosse souple. Alors, et puis, méticuleusement, il versait dans une sorte de récipient, quoi, tu vois, et puis il mettait dans la poubelle. Mais sa boutique était toujours intacte. Impeccable. En fait. Impeccable. Bon. Alors, donc, chez le Chinois, il y avait perpétuellement un carnet qu'on retirait à la fin du mois. Le Chinois était censé donc avoir marqué tout ce qu'on avait acheté au fur et à mesure, le jour où ça a été fait, le nombre de kilos, et tout était vérifié après par nous. Et papa nous demandait de vérifier, parce que lui, il vérifiait jamais, c'était pas son lot, il y avait autre chose à faire. Ensuite, finalement, et c'est là que j'ai appris à faire la comptabilité, par force des choses, parce que maman, je ne sais pas pourquoi, c'est à moi qu'elle confiait ce carnet, elle dit, tu vas recompter, est-ce que tu es d'accord, c'est bien ça? Alors, je corrigeais assez souvent, il m'arrivait souvent de le corriger, et d'aller chez les Chinois, et pourtant, ils avaient des machines, ils avaient des bouliers. Tu sais ce que c'est, un boulier, Germain? Oui, c'est bien connu. Tu vois, j'ai jamais pu comprendre comment ils calculaient dans ce boulier, c'est vraiment extraordinaire. Et puis, il faisait ça très très vite. Alors, il arrivait que comme il faisait ça vite, il faisait bien des fautes parfois, il essayait de passer un chiffre ici ou là, mais je suppose aussi qu'il était un peu filou. Il se disait, bon, s'il voit rien, ça passe, s'il le voit, je dis, oui, effectivement, j'ai fait plusieurs carnets le même jour, alors peut-être je me suis trompé, ça c'est possible. Ouais. Ça, c'était le fameux carnet qui a duré jusqu'à 1960-62, hein, oui, voilà. Non, carnet. Mais parfois, les punitions de papa consistaient à dire je ne paie pas le carnet chez moi si vous me débrouillerez. Et comment on faisait alors? Il n'allait pas chez le Chinois, et chaque fois qu'on arrivait chez le Chinois, il dit il nous a un créole, mais il y a un carnet là, il n'est pas payé encore, alors je ne peux pas vendre la marchandise. Il lui dit vous voulez me ruiner alors, tu vois, alors, je faisais comprendre que c'était papa qui était en colère, mais que de toute manière, de toute façon, il savait très bien que si les Chinois portaient plainte, ils sont obligés d'aller payer. Bien sûr. Alors, il essaie d'aller jusqu'au possible
Et pour dire, bon, à quel moment je pourrais ne plus tenir et puis à le payer. Tu vois, la dernière limite, en À la fait. dernière minute. Mais de toute façon, en plus, il pouvait se le permettre parce que aucun Chinois n'aurait déposé une plainte contre M. Chérika. Parce qu'il suffisait qu'il leur dise vos impôts, quand vous allez les faire vos feuilles d'impôts, vous aurez forcément besoin de moi, vous passerez par moi obligatoirement. Il le rappelait. Alors j'ai besoin de dire que le Chinois disait mais j'ai rien demandé, M. Chérika, j'ai demandé. Ce sont vos enfants qui m'ont dit ce matin que vous êtes en retard parce que. Tu vois, il cherchait une blague, il tournait ça à la dérision, à la blague, mais il savait très bien que le gars qui était devant lui, il pouvait à tout moment le sanctionner d'une manière ou d'une autre. D'accord, parce que pour rappeler, il travaillait aux impôts, ton papa. Il était inspecteur des impôts. Voilà. Et je veux te dire, c'était le seul inspecteur qui était vraiment respecté en Guyane. D'accord. Et pour revenir sur ta maman, donc c'est elle qui gérait tout pratiquement. Tout la maison. Donc le carnet, ce fameux carnet. Le fameux carnet, c'était maman qui l'achetait, qui le faisait acheter, c'est maman qui le tenait, c'est maman qui devait le présenter à papa. Papa disait non, c'est devant ta maman, j'aimerais qu'elle m'apporte le carnet elle-même. D'accord. Tu vois, c'est une façon de l'humilier, quoi, si tu veux. Bien sûr. Mais elle gérait tout, c'était quand même beaucoup pour une seule personne, parce qu'elle avait quand même à un moment donné 7, 9 enfants, enfin bon. Elle gérait tout, elle arrivait à faire manger chaque jour. Tu sais, on était une dizaine d'enfants, mais il y avait chaque jour à table 12, 13 enfants. Il n'y a jamais eu moins de 10 enfants à table. Tu vois? Et maman, à 7h, 8h du matin, elle ne savait toujours pas ce qu'elle allait faire cuire le midi. Pour le midi. Alors c'est souvent, elle me disait, tu as vu le sac de riz, il est très bas, hein, il reste presque plus de riz. Si je fais du riz ce midi, il n'y en aura pas assez. Alors je vais chez le Chinois avec un sac à main, tu vois, et je prends 5 kilos de riz. Mais papa, dans ces beaux jours, ou dans ces bons moments, quand il était de bonne humeur, il disait prenez carrément un sac de riz. Dites aux Chinois que c'est moi qui l'ai demandé. D'accord. Alors le Chinois marquait sur le carnet, sac de riz et tout. Voilà. Et puis après, il a le culot à la fin du mois de te dire mais comment vous avez pris d'un coup comme ça un sac de riz? Alors que c'était lui qui avait demandé, il dit il y a des moments où il était de bonne humeur, je te dis, il était d'une largesse incroyable. D'accord. Et puis d'autres moments où il était renfrogné, il envoyait à son épouse, pour une raison ou pour une autre, ça ne me regardait pas. Alors il supprimait tout. D'accord. Il coupait les vivres, et puis il lui arrivait parfois, sa petite chouchou c'était Marie-Eliane. Tu vois qui c'est Marie-Eliane? Oui, bien sûr. C'est la maman de Christophe. Ah ben, oui, voilà. Figure-toi qu'il a eu le culot à plusieurs reprises. Il a dit je vais faire le plaisir d'au moins un des enfants aujourd'hui. C'était toujours Marie-Eliane. Alors il dit à Marie-Eliane habille-toi et viens avec moi, on va chez Maurice. Maurice, c'était le Chinois qui avait le grand restaurant chinois et qui faisait, quand papa disait à Maurice je viens à midi pour manger, il faisait un plat spécial pour papa. D'accord. Et comment ta maman pouvait à la fois gérer ses enfants et en même temps elle devait gérer elle devait gérer les contradictions de son mari, qui par moments était lui aussi un véritable enfant en fait, parce qu'il pouvait devenir de très mauvaise foi, il avait tout. Un véritable enfant, d'accord, mais méchant quand même. Méchant en plus. Il en voulait à son épouse et il ne savait pas comment trouver le moyen, tu vois, de la mettre de son côté. D'accord. Sans mettre moi, assez souvent à propos de maman, il allait dire à sa soeur Paulette, mais Daniel, c'est vraiment une moins que rien parce que si elle était un tant soit peu maligne, elle pourrait faire ce qu'elle veut de moi, je donnerais de l'argent toute la journée. Mais étant donné qu'elle se croit, tu vois, je veux dire, c'est ça qui le heurtait. Que son épouse ose s'opposer à lui ou qu'elle ose lui faire remarquer, mais non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, tu vois. Alors ça veut dire. Mais ça veut dire qu'en même temps, elle avait beaucoup de caractère, même. Énormément. Alors, ton papa lui reprochait d'avoir du caractère, mais en même temps, pour pouvoir gérer tout ce qu'elle avait à gérer, si elle n'avait pas de caractère, ça aurait été quand même compliqué. C'est évident. C'est évident. Ouais. Mais si tu lui présentais comme ça, il ne l'accepterait pas. Parce que son orgueil en jeu, tu vois, il disait à Paulette souvent, quand il y a une histoire ou une autre, il suffirait qu'elle vienne me dire excuse-moi, je ne voulais pas dire ce que j'ai dit. Il voulait qu'elle vienne remplir ses pieds. D'accord. Tu vois? Quand ils sont sine qua non pour qu'ils redeviennent. Exactement. Et il disait mais ta maman sait très bien ce qu'elle doit faire pour que je donne
l'argent. D'accord. Et je n'hésiterai pas à donner autant que j'en ai, disais. Et ta maman, elle avait donc du caractère, et puis elle avait une certaine fierté, ce qui fait que... Absolument. Voilà. Elle prenait comme prétexte, ma fierté, c'est pas pour moi, c'est pour mes enfants. D'accord. Je veux pas que mon mari dise qu'il donne à mes enfants si. Non, elle disait, il doit donner à ses enfants parce qu'il y a des enfants. Parce que c'est son devoir. Exactement, tout simplement. Alors, s'il disait devoir, tu vois, alors là... C'était terminé. Ah oui. Mais toi, le souvenir, c'est ça aussi qui m'intéresse. Toi, le souvenir de ta maman, est-ce que c'est un souvenir d'autorité, de tendresse, tout ça mélangé? Elle était capable, dans la même journée, de faire les deux. D'accord. Mais autoritaire et tendre en même temps? autoritaire et tendre. D'accord. Parce que, mais, en fait, après, quand tu revois ces choses-là, tu te dis, mais, en fait, ce qu'elle a fait, c'est un travail formidable qui a duré une vingtaine d'années. Tu vois? Pendant 20 ans, elle a tenu en laisse, on peut dire, au moins 12 à 15 enfants. Pourquoi 12 à 15? Parce que les enfants qui venaient de regarder, je te dis, il y avait Cécilon, Gracien, d'autres que je ne vois pas. Il y en avait un qui s'appelait Georges Raisin. D'accord. Mais ils passaient la journée chez toi? La journée, Ok. ils étaient comme chez eux. Ils arrivaient à n'importe quelle heure. Il n'y avait pas de clé dans le couloir. Il y avait une porte, mais il n'y avait pas de clé. Ils venaient, ils ouvraient la porte du couloir, et puis ils y entraient. Bonjour tout le monde, et puis c'est tout. Et puis ils étaient en train de jouer. On jouait au foot, on jouait au baby-foot, on jouait à toutes sortes de choses, au ping-pong, à longueur de journée, on jouait dans la cour. Il y avait un jeu de boules créoles qui a disparu de la Guyane. On y jouait dans la cour. Et on trouvait des trous dans la cour pour ça. Tu vois? Et il y avait Hugo Azor, qui était élevé par Paulette. Sa maman des communes disait, elle était venue chercher Paulette. Elle dit, Paulette, si tu ne le prends pas cette semaine, je le tue dans la semaine. Elle disait à Paulette qu'elle tuait son fils, Hugo Azor. D'accord. Ah oui. Tu vois? Et Paulette a pris ça au premier degré. Elle a dit à ce moment, alors elle a dit, voyez pas moi, c'est-à-dire envoie-le-moi. Tu vois? Et la semaine d'après, Hugo Azor est venu. Il est resté, je sais pas moi, presque 5 ou 6 ans chez Paulette. D'accord. Paulette l'a tué pendant 5 ou 6 ans. Mais tout au long de la journée, ta maman, elle arrêtait jamais, pour ainsi dire. Ah non, j'ai jamais. Ma maman, elle n'avait pas de congé, elle n'avait pas de jour de repos, elle n'a pas du lundi au dimanche sans interruption. Elle était. Mais on avait, je me rappelle, un réchaud, on l'appelait le réchaud à pétrole. Alors, il y avait un long tube qui arrivait au pot à pétrole. C'était un pot en verre. Si bien que tu voyais quand le niveau de pétrole avait baissé. Ça veut dire qu'il fallait mettre du pétrole et le remplacer. Il y a des jours où maman devenait folle, elle n'arrivait pas à le faire marcher. Alors, il y avait le poisson, il y avait le riz, il y avait tout ce qui était sur la table, tous les légumes. Et elle était persuadée qu'aujourd'hui le rocher ne marcherait pas. Alors elle cognait, elle l'envoyait par terre par moment. Et c'était un grand réchaud. Il y avait 3 réchauds. 3 réchauds et il y avait donc une longue lame sur laquelle on posait les réchauds. Et il y avait le tuyau donc qui devait véhiculer le pétrole au fur et à mesure. Mais ça devait le faire assez gentiment. Mais il y a des jours où maman était pressée, elle était en retard, elle voulait que le feu soit fort, elle était au plus fort possible. En pensant qu'en un peu plus fort, elle pourrait mieux cuire plus rapidement. Mais elle ne se rendait pas compte que, en fait, ça obstruait. Le pétrole avait toujours, tu sais, il était sale le pétrole. C'est du pétrole vraiment sale. Alors il finissait par obstruer la sortie, si bien qu'à un moment, les feux étaient arrêtés. Et il fallait tout dévisser minutieusement. Alors on dit à maman, laisse-le faire, parce que sinon, elle dit maman, moi si je m'écoute, je l'envoie contre le mur, et votre père achète un autre réchaud demain. Non? Mais tu parles, je suis jamais acheté le réchaud. Alors on se mettait, il y avait Georges, il y avait moi, il y avait toujours un des gars qui était venu à la maison, des jeunes, qui venaient donner un petit coup de main, parce qu'ils savaient que s'ils me donnaient un coup de main, ils mangeaient avec nous aussi le midi. Alors, ils mettaient la main à la pâte. Alors, nous, on nettoyait, on massiquait, on soufflait dans le tuyau, tu vois. Des fois on soufflait, et puis le pétrole était allé, et puis il revenait vers nous. Il nous est arrivé parfois d'avaler du pétrole. Mais c'était la journée de maman, mais en fait, si tu veux, la maison ne vivait
que par moment, d'abord par moment. Et du reste, c'est pas un hasard, si la première levée dans la maison, c'était maman. À 6 heures du matin, elle disait qu'elle faisait le café. D'accord. À 6 heures du matin. On dormait encore. Elle faisait le café pour qui? Pour son mari qui partait au travail? Elle faisait le café pour papa. Elle mettait à part la tasse du café pour papa. Il ne fallait pas y toucher, c'était celle de papa, si il avait fait un scandale. Et après, elle faisait du café pour nous, qui était beaucoup plus clair. On l'appelait café de jus de chaussette. D'accord. Non, parce que c'était du café très clair. Mais nous, tu sais, à partir du moment où tu as pris un peu le goût du café, parce que le café au départ était assez fort chez nous. Tu vois. Et quand il était bien fort, la première tasse, c'était toujours pour papa. D'accord. Et la mettait de côté. Tu vois, c'est là qu'elle montrait son respect à son mari, montrait à son mari. Par exemple, quand on achetait des poissons, on nettoyait tous les poissons, elle faisait frire après, mais elle commençait par faire frire un poisson entier pour papa, et c'était dans son assiette. Il y avait la priorité toujours. Absolument, il était. Et quand il arrivait, il fallait que tout soit à la table. Si tout n'était pas à table, il allait s'asseoir à côté de la table, et puis il dit, mais alors, on m'avait oublié, c'est ça. Mais il aurait pas de coup, il dit ça à la cantonade comme ça pour que tout le monde le sache. Alors, tout le monde sait que, attention, il va se fâcher. Il va se fâcher, la journée va mal commencer et elle va mal se terminer aussi. Et qu'est-ce que faisait ta maman? Elle se pressait dans ce cas-là? Elle se pressait. Ou alors, dans ces jours mitoyens, ni bons ni mauvais, elle disait, elle commençait à dire vous, hein. Mais enfin, si le café est si pressé que ça, vous n'avez qu'à le faire. C'est pas le bon moyen. Alors lui, il admettait une réflexion, il grognait un petit peu, il disait rien, il admettait une deuxième réflexion, il grognait un peu plus fort. Alors tu peux être sûr qu'à la troisième, il prenait l'assiette, il la frappait, il l'envoyait vers la cuisine, où elle était. Tu as déjà assisté à ce genre de scène? Ah oui, Josiane, Georges et moi. C'est violent quand même. Ah oui, c'était des scènes violentes, vraiment violentes. Mais ta maman elle-même, elle se disait pas bon, là il faut que je stoppe parce que autrement ça va mal terminer. Elle continuait quand même, d'une certaine manière. Je dis pas qu'elle avait tort, c'est pas absolument pas ce que je dis. Je crois avoir compris, pour ce que j'ai retenu, qu'elle le faisait en disant, ils n'oseront pas me frapper parce que mes enfants sont là. Ah mais il frappait ta maman, tu veux dire? Ah oui, il y a toujours vraiment... Mais il frappait mais sauvagement. Devant ses enfants. Quand il y a lui qui est les enfants, qui n'est pas les enfants, c'était la même chose pour lui. Il est en colère, il faut qu'il fasse passer sa colère sur maman. C'est pourquoi, vers la fin, maman a fini par s'armer d'un couteau de cuisine qu'elle avait mis à côté de sa machine, tu vois, pour dire que si. Elle dit, n'approchez pas, j'ai mon couteau aujourd'hui. Hein. Elle disait ça à ton papa? Ouais. Ça lui faisait peur? Et le couteau, il le voyait. Non, il reculait simplement. Mais si tu veux, il ne cherchait pas à aller trop loin. Il ne voulait pas aller trop loin. Il se disait que si ça allait trop loin, il n'y a rien à y gagner, elle non plus. Mais il disait, elle finira bien par céder parce qu'elle s'apercevra qu'aller trop loin, ça n'est pas bon. Et en fait, non. Elle s'aperçoit, elle aussi, que son mari ne va pas trop loin parce qu'elle a brandi les enfants, dire les enfants sont là, je vous signale. Vous faites semblant de ne pas le voir, mais les enfants sont là et ils vous regardent, ils vous jugent. Et ce vouvoiement, c'était un vouvoiement constant ou c'était juste quand il y avait une dispute? Quand j'arrive à la maison et qu'elle commence à dire vous, lui aussi disait vous, du reste, c'est là que souvent il lâchait. Mais vous oubliez que je vous ai tiré de l'ornière. Tu vois? Mais il te disait tu parfois? Ah oui. Ah oui, c'était juste en cas d'énervement. Quand il disait tu le lendemain d'une histoire comme ça, c'est que dans la nuit, il s'était rabiboché, tu vois. Il a fini je ne sais pas comment pour nous raconter une histoire. Mais il ne venait pas ramper pour dire je vous prie de me tuer. Non, c'est ça, non. Il s'excusait jamais. Il disait qu'il est le maître de la famille, quand même, il n'avait pas à s'excuser. D'accord. Et il te le disait. Alors parfois, il nous appelait le lendemain en nous disant vous avez entendu votre maman hier, hein? Mais vous avez vu un peu? Et puis alors, vers la fin, il ne pouvait pas se retenir sans dire cette charogne. D'accord. Il disait parfois cette charogne. Et comment ta maman réagissait à ces insultes? Ça lui faisait mal, je suppose, mais elle se taisait après, ou alors qu'est-ce qu'elle faisait? Mais quand elle apprenait qu'il avait dit ça, qu'il nous avait dit ça à nous, parce que papa, maman, il nous appelait, il était encore dans son lit, il disait j'ai 2 ou 3 choses à vous dire, vous avez entendu votre maman, vous voyez de quoi elle est capable, vous avez entendu les insultes, les insanités qu'elle sort en votre présence, elle n'a même pas de respect. Tu sais, il essaie de nous monter contre le moment. D'accord. De nous monter.
Mais maman savait très bien que d'une manière ou d'une autre, Josiane surtout, Josiane était tout de suite du côté de maman. Hein. D'accord. C'était l'aîné, c'était le soutien de maman. Et toi et les autres frères Moi, je voyais ça, c'était vraiment pénible. Mais j'ai eu des... Il y a des nuits où papa rentrait très tard, 1h, 2h du matin, il était allé chez ses maîtresses, il avait joué au billard et tout. Tu vois. Et le premier geste qu'il y avait, c'était assez bizarre, il ouvrait la radio. Et on entendait la radio dans toute la maison. Ça réveillait tout le monde. Et ça réveillait assez souvent tout le monde, parce que moi, ça me réveillait, parce que je savais qu'il était en bas, je l'entendais marcher le long au deuxième étage, nous on était au troisième. Et il y a des jours où je l'entendais, tu sais, comment te dire, c'était pathétique, mais en même temps tu disais, mais il y a une part de comédie aussi dans tout ça. Parce qu'il disait, je rentre dans une maison, je ne suis pas accueilli, il n'y a personne, ils font tous semblant de dormir, ils font semblant de dormir et tout. On ne me demande pas si j'ai faim, on ne me demande pas d'où je viens, non, ça ne les concerne pas. Mais il parlait fort exprès pour qu'on entende dans le voisinage. Et comment elle le prenait ta maman? Elle ne bougeait pas. Okay. Elle ne bougeait pas. Mais il lui arrivait, elle aussi, à ta maman, d'avoir des mots, ton père, de répondre à des insultes par les insultes, ou alors aussi de... Elle lui montrait que dans ce domaine-là, elle n'était pas manchotte, parce que... D'accord. Il aura beau dire, elle trouvera toujours quelque chose pour contrecarrer. D'accord. Et juste, bon, parce qu'on a beaucoup parlé des relations entre ton papa et ta maman, mais juste quand vous étiez seul avec votre maman, comment ça se passait? Est-ce que c'était tous les longtemps Maman nous appelait souvent de venir la voir pour une chose ou pour une autre. Elle discutait avec nous, elle nous parlait. Elle me dit, moi par exemple, je ne sais pas, à un certain moment j'ai été son chouchou, un peu, je peux le dire. Parce que les premiers films que j'ai vus, c'était chez Zéphir, et elle allait au cinéma, et comme elle allait au cinéma assez tard, elle avait parfois son amie Madame Cresson, qui était avec elle, elle me disait, ça te dirait d'aller au cinéma avec moi ce soir? Il y a un film intéressant. C'était sur Dracula, sur des trucs comme ça, tu vois, des anciens. Et c'est là que j'ai vu les premiers films de cinéma, c'était avec elle. D'accord. Je vais avoir 7 ou 8 ans. Alors parfois, elle me donnait en récompense pour le carnet. J'avais fait le carnet, c'était la fin du mois et tout. Elle dirait, ben, ce soir, tu viendras avec moi, j'irai dans la caisson, elle viendra me chercher, on ira ensemble. Et assez souvent, j'ai dû voir une bonne quinzaine de films avec elle. D'accord. Mais pour elle, c'était une sorte de récompense qu'elle me faisait parce que j'avais pris le carnet. Et puis pour d'autres choses, où j'avais bien travaillé à l'école, des choses comme ça. Pourquoi le chouchou? Pourquoi tu dis ça? Eh bien, parce que c'était difficile pour elle de choisir un enfant. Jusqu'à maintenant, je me suis demandé encore, mais pourquoi elle me choisit moi? De la même manière que je m'interroge encore, pourquoi quand papa allait chez le Chinois, et qu'il nous laissait sans savoir si on avait mangé ou non, à la maison, pourquoi c'est Marie-Liane qui l'entraînait? D'accord. Marie-Liane était sa chouchou. Et elle le savait bien, parce qu'elle savait bien que papa allait l'appeler, elle s'était coiffée déjà, elle s'était fait une belle coiffure, elle avait préparé sa robe qui était sur son lit. Elle dit, j'arrive papa, j'arrive, et puis tout de suite elle dégringole l'escalier, et puis pas. Elle était très heureuse de partir avec son papa. C'est surtout que papa allait avec la voiture. Bien sûr. Et il y avait de la jalousie de la part de tes frères et sœurs? De toi? On en voulait plus à papa pour cette comédie-là qu'à Marie-Liane. Parce qu'il a choisi Marie-Liane comme il a pu choisir n'importe qui d'autre. En fait. C'est juste pour faire une différence? C'est pour faire une différence. D'accord. Tu vois et puis, ça montrait que c'est lui qui décidait. Non. Il avait le pouvoir d'amener qui il veut. Arbitraire. Et voilà, tout simplement, et personne n'avait rien à dire. Et surtout que personne ne disait rien. Et ta maman, quand elle voyait que ton papa faisait cette différence entre les enfants, ça lui arrivait quand il était au niveau du couloir, parce qu'il faut traverser le couloir pour sortir, et qu'il tenait Manuel par la main, et il disait, mais vous en avez encore 8 derrière. Bon, maman arrivait, et puis au niveau du couloir, il disait, vous en avez 8, vous avez oublié? Elle ironisait. Alors lui, il disait à Maria, ne t'en occupe pas, viens pas. Mais il faut voir, c'était des scènes qui se passaient comme ça à la maison, mais quand je dis scène, c'est à tous les sens du terme, tu vois, c'était un théâtre tragicomique en fait. Comique parce qu'il y avait matière à rire, mais on ne riait pas. Non.
tragique, parce que vraiment, ce qui se passait là, qui se répétait chaque jour. C'était fatigant. Il y a des matins où maman se levait et on se disait, oh là là, ils se sont engueulés dans la nuit, et puis la tête de maman, ça veut dire ça. Alors ça, c'est pour quelques jours, c'est pour 2 ou 3 semaines, mais c'est pour un certain temps. On savait pendant un certain temps que la maison allait être un silence de mort. On se côtoyait, on s'embrassait même pas pour se dire bonjour, on évitait de parler les uns aux autres, tu vois. Et tant que maman, c'était simple. Quand elle faisait sa couture, elle était à la couture, elle commençait à chanter. La façon dont elle chantait, pour nous, c'était déjà un critère. Merci. Ok. Oh là là, elle chante comme ça, là, et puis elle choisit les chansons, tu vois. Ou alors, En créole, elle chantait en créole? Des chansons en Tu créole. te souviens un peu de certaines paroles? Des chansons de carnaval. Ah oui, c'était une chanson qu'elle aimait beaucoup, c'était... Attends. Elle parlait d'une voisine qui faisait du feu chez elle. Et puis alors, elle faisait sa couture. Je ne sais pas si c'est elle qui a accommodé la chanson, mais je crois qu'elle l'a accommodé à sa façon, parce que ça coïncidait exactement avec ce qu'elle faisait. Elle disait, ah voisine, moi qu'à coudre, c'est pas moment pour lui mettre du feu. Tu vois, c'était une chanson de carnaval. Alors elle disait cette chanson, elle disait à la voisine, mais ma voisine a des d'habitude, drôles de coutumes. Elle fait du feu chez elle, ça fait de la cheminée chez moi, et c'est le jour où je couds. Ça fait du feu, ça fait de la fumée chez moi? Ça fait de la fumée qui vient chez moi, alors je fais le feu. Alors, donc elle lui rétorque, ah voisine, moi qu'à coudre, je couds, je suis en train de coudre, c'est pas le moment pour faire du feu. C'était ça. Et là, ça veut dire qu'elle était énervée. Là, c'était entre les deux. Si elle le faisait en dansant, tout en dansant, elle était joyeuse. Mais si elle le faisait, l'air pincé, tu vas pincer les lèvres, alors là, non. Alors tu peux être sûr que d'autres chansons vont suivre du même acabit. Hein. Des chansons qui disent, non, ça se fait pas, tu vois, des trucs comme ça. Même si c'est des chansons qu'elle a déjà ressassées toute la journée, elle les reprenait des après-midi. Mais écoute, il y a beaucoup de chansons que j'ai apprises de la part de maman. Même quand j'étais à 10 ans, 11 ans, c'était pas scout, j'étais clairvoyant. Les clairvoyants, c'est comme les scouts, hein, et les scouts, c'est une équipe. Les scouts faisaient beaucoup plus de choses que nous, parce qu'ils étaient beaucoup plus avancés, si tu veux. D'autant qu'ils étaient en relation avec les scouts de France. Du reste, ça s'appelle scouts de France. Mais moi, j'ai allé chez les clairvoyants qui dépendaient des curés. C'est le moment qui a préféré les envoyer là, chez les clairvoyants. Alors, les clairvoyants, on avait un grand terrain qui était à nous, on se réunissait cela, on jouait toujours au foot à la journée, et puis vers 5 h d'après-midi, on avait droit, pour ceux qui voulaient rester, à un film. Mais bien sûr, c'est des films très cathos, tout comme ça, mais pour nous, on se réjouissait parce qu'on voyait quand même des films. À l'époque, c'était déjà une avancée extraordinaire pour nous. Et puis on était entre copains, on se côtoyait, c'était l'occasion de connaître aussi d'autres enfants qui venaient d'ailleurs. Il y avait des moments de fête et des moments de joie avec ta maman, que vous partagez tous ensemble, sans le père évidemment. Les moments de fête, c'est elle qui les organisait, avec Jésus, toujours avec Jésus. Hein. De ce côté-là, Jésus était toujours là pour le coup de main. C'est elle, par exemple, quand il y avait la première communion, il y avait les baptêmes, c'est elle qui faisait tout avec maman. D'accord. C'était des moments joyeux, ça? Quand ton père ne renversait pas le chocolat ou le bruit d'Awara? Exactement. Mais ce qui est curieux, après, quand j'ai réfléchi, je dis, pourquoi je suis le seul de la famille à qui ce soit arrivé? Tu sais, pour moi, ce sont des énigmes. Jamais on a vu pour un autre, ni pour Georges, ni pour Yvan, ni pour Christian, jamais il y a eu une histoire d'Aurora, jamais il y a eu une histoire de peau qui a été renversée. Mais Awara, c'était commun, c'était pas pour toi. Comment on faisait l'Aurora? C'était pour inviter des gens pour mon anniversaire. Ah, mais tu veux dire que l'histoire du bouillon d'Awara, c'était lié à ton anniversaire aussi? Quand je dis mon anniversaire, non, le bouillon d'Aurora, c'était... Je crois que c'est pour mon anniversaire. D'accord. Donc c'est-à-dire que le chocolat et le bouillon d'Awara, c'est deux fois... Le chocolat, c'était ma première communion. Ça, je sais. Ça, oui, on a parlé. Mais c'est que le bouillon d'Awara, ça te concernait aussi beaucoup plus toi que tes frères et sœurs, donc, l'histoire du bouillon d'Awara. C'est ce que je me demande. D'accord. Je me dis, mais je n'ai pas souvenance d'avoir assisté à une scène comme ça,
pour la première communion de Josiane, par exemple. Josiane a été la première à faire sa première communion, Georges a fait la sienne l'année d'après, il n'y a aucun de ces problèmes. Alors, D'accord. alors je disais que la réponse était que